À la une de ce trésor, fonds de soutien patriotique, plus de 7 milliards de francs CFA mobilisés en 2 mois, dont plus de 5 milliards récoltés par la Sodibo Brakina. C'est ce qui ressort du point sur les contributions faites par le Conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique. La réflexion s'oriente désormais sur l'affectation des ressources aux bénéficiaires que sont les VDP. On en parle dans ce journal. Communication électronique au Burkina, l'ARCEP veut mettre fin à la fraude dans le secteur et pour y arriver, l'autorité de régulation a jugé nécessaire de mettre à contribution le personnel des juridictions et des officiers de police judiciaire. Plus de détails dans un instant. On parlera également sport dans ce journal avec la 25e journée du championnat national de Ligue 1. Le derby Asfa-EFO n'a pas connu de vainqueur et les deux équipes demeurent toujours au bas du classement. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. Le rapport d'activité 2022 du Centre national d'études stratégiques a été remis ce lundi au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce rapport fait ressortir le bilan de 5 études menées par le centre ainsi que les travaux d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Le rapport a été remis par une délégation conduite par le directeur général du centre, le général de brigade Barthélémy Saint-Poré, qui a plaidé auprès du chef de l'État pour un appui institutionnel conséquent au profit du centre. Michael Tougri. C'est le tout premier rapport que le Centre national d'études stratégiques remet au chef de l'État, président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Il récapitule l'ensemble des activités de ce centre menées depuis 2020. Année de sa création, a déclaré le général de brigade Barthélémy Saint-Poré, par ailleurs directeur général du Centre national d'études stratégiques, à l'issue de la remise de ce rapport. Il faut dire que globalement, le bilan de nos activités tel que présenté dans ce rapport fait ressortir certains acquis, notamment la conduite des travaux d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme que le centre a assuré en 2020-2021. Il y a aussi plus récemment 5 études qui ont été réalisées par le centre avec la collaboration d'un certain nombre d'experts et de chercheurs sur un certain nombre de thématiques liées au contexte stratégique. Le rapport présente aussi des partenariats développés entre le Centre national d'études stratégiques avec des structures de recherche, des partenaires au niveau sous-régional. Le directeur général du Centre d'études stratégiques a aussi soutenu que la délégation a aussi fait un plaidoyer auprès du chef de l'État pour un appui institutionnel plus fort en vue de permettre au centre d'accomplir au mieux ses missions. Le rapport présente également un certain nombre d'activités liées à des partenariats que nous avons su développer en interne pour collaborer avec toutes les structures qui agissent dans le champ de la recherche, les partenariats avec les autres centres de recherche des pays comme le Mali, comme le Niger et comme aussi les centres d'études stratégiques du G5 Sahel. Donc c'est dire que le centre, malgré sa jeunesse, a déjà des acquis assez consistants. Et nous sommes venus donc soumettre au chef de l'État un plaidoyer pour un appui, permettre au centre d'accomplir au mieux son rôle d'anticipation et d'aide à la prise de décision. La remise de ce rapport au chef de l'État, président de la transition, s'inscrit dans les prescriptions qui régissent le fonctionnement du Centre national d'études stratégiques dont le directeur général doit remettre chaque année un rapport général annuel des activités menées. Et puis cette brève, le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, a mis à jour ses chiffres. À la date du 28 février 2023, le Burkina Faso compte 1 999 127 personnes déplacées internes. On retrouve 58,42% d'enfants, 23,97% de femmes et 17,61% d'hommes. Dans le top 5 des communes qui accueillent le plus de déplacés internes, on retrouve respectivement Djibo, Ouaïgouya, Kaya, Fadangourma et Barsalgo.
Et dans la suite de ce journal, fonds de soutien patriotique, plus de 7 milliards de francs CFA mobilisés en 2 mois, dont plus de 5 milliards récoltés par la Sodibo Brakina. Le point des contributions a été fait ce lundi lors de la première session du Conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique. En plus de faire le point, la session s'est penchée sur l'affectation des ressources aux bénéficiaires que sont les volontaires pour la défense de la patrie. Et c'est le Premier ministre, Maître Kielem Apollinaire de Tambela, qui a présidé la cérémonie inaugurale des travaux. Le point avec Maxime Jean-Eudes Bambara. En seulement 2 mois d'existence, le fonds de soutien patriotique aura été alimenté à plus de 7 milliards de francs CFA à la date du 31 mars 2023. C'est ce qui ressort du rapport d'opérationnalisation de ce fonds présenté à cette première session du Conseil d'orientation du fonds de soutien patriotique. Il représente le montant total des encaissements toutes sources confondues et répartis comme suit. Plus de 3 milliards de francs CFA au compte de la Sodibo, plus de 36 millions sur le prélèvement de l'IPS, plus de 395 millions de francs CFA au compte de la Mabusic, plus d'1 milliard de francs CFA sur les produits importés et les contributions volontaires sont estimées à 322 millions de francs CFA. Le fonds est destiné, selon le ministre en charge de l'économie Aboubakar Nakanabo, à la prise en charge des VDP volontaires pour la défense de la patrie. L'opérationnalisation est déjà en cours parce que vous avez entendu qu'il y a déjà des ressources qui sont collectées, ce qui veut dire qu'il y a une équipe en place qui travaille déjà pour la collecte des ressources. Maintenant, nous sommes passés à la phase d'utilisation, comment nous allons mettre ces ressources à la disposition des volontaires pour la défense de la patrie pour qu'ils puissent être opérationnels sur le terrain. Donc c'est à cette phase que nous sommes et après nous allons passer à la phase de contrôle parce que les ressources qui seront mises à disposition doivent faire l'objet de contrôle. Et même les ressources collectées déjà pour voir est-ce que toutes les ressources collectées sont affectées donc pour que les volontaires pour la défense de la patrie puissent être pris en charge. Le gouvernement, à travers la création du fonds de soutien patriotique, entend disposer d'un instrument adéquat pour collecter et centraliser les contributions financières des Burkinabés et amis du Burkina Faso en vue de soutenir et accompagner les efforts de défense et de sécurité du territoire national. Le Premier ministre Maître Apollinaire Kielem de Tambela s'est pour sa part engagé à veiller à la bonne gestion financière et comptable du fonds. Cette première session nous donne l'opportunité, en tant que membres du Conseil, d'évaluer les actions mises en œuvre pour opérationnaliser le fonds, d'échanger sur les difficultés rencontrées et de formuler des orientations en rapport avec les priorités du gouvernement. Si j'en juge l'évolution des encaissements, des souscriptions et des annonces déjà enregistrées, nous avons bien des raisons d'être satisfaits de la mise en place de ce mécanisme pour accompagner les efforts du gouvernement. Les résultats atteints sont d'autant plus louables au regard du contexte socio-économique difficile. Ils sont à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en place et l'opérationnalisation du fonds de soutien patriotique, à qui je rends un hommage mérité. Ce conseil d'orientation composé des membres du gouvernement, des représentants des partis politiques, du patronat des syndicats, de la société civile, a également, au cours de cette session, évalué les actions mises en œuvre pour opérationnaliser le fonds, échanger sur les difficultés rencontrées et formuler des orientations en rapport avec les priorités du gouvernement. Le Conseil d'orientation a recommandé, entre autres, d'accélérer le processus d'adoption du projet de loi portant institution d'une contribution pour l'alimentation du fonds de soutien patriotique, d'accélérer la validation du plan opérationnel de communication et de poursuivre les concertations avec les acteurs et partenaires dans le cadre de la transparence et de la redevabilité. On vous le disait en titre, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP entend mettre fin à la fraude dans le secteur des communications électroniques au Burkina et pour y arriver, l'ARCEP a initié un atelier de formation au profit du personnel des juridictions et des officiers de police judiciaire. L'objectif, c'est de renforcer les capacités de ces derniers à pouvoir lutter efficacement contre la fraude liée aux communications électroniques. Le compte-rendu est signé Mamidriana Kamabou. L'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et des postes, veut mettre fin à la fraude dans le secteur des communications électroniques au Burkina Faso. Pour y arriver, l'ARCEP a jugé bon de mettre à contribution le personnel des juridictions et des officiers de police judiciaire. C'est dans ce sens que s'inscrit cet atelier de formation.
Il vise, selon le secrétaire exécutif de l'ARCEP, Patrice Compaoré, à renforcer les capacités de ces acteurs afin de lutter efficacement contre la fraude liée aux communications électroniques. Nous sommes dans un domaine où la technologie évolue, donc les fraudeurs aussi utilisent des méthodes alors justement pour contourner donc la loi, pour se faire donc du chiffre d'affaires. C'est en tout cas des millions qui sont perdus qu'il faut nécessairement combattre. Le trafic téléphonique international et des fraudes liées à la monnaie électronique, selon Patrice Compaoré, sont de plus en plus courants au Burkina Faso. Ces fraudes ont un impact négatif sur le plan socio-économique. Il s'agit notamment de la perte de revenus aussi bien pour l'opérateur que pour l'État. La désorganisation du secteur et l'insécurité dans la communication internationale transformée en appel local. Il y a également un phénomène qui s'appelle le Simbox, qui consiste à faire passer un appel international à un appel local via Internet. Tout ça, c'est des méthodes de fraude qu'il faut combattre avec la dernière énergie parce que c'est des méthodes qui tuent l'économie nationale, c'est des méthodes qui accentuent, qui peuvent effectivement, dans cette lutte contre l'insécurité-là, c'est des méthodes qui ne facilitent pas justement cette lutte. Au cours de ces 5 jours de formation, plusieurs modules seront enseignés par Mohamed Jebara. Nous présentons dans cette session d'atelier pendant ces 5 jours-là des généralités sur le revenu à assurance pour assurer le revenu dans le domaine télécommunications et les aspects donc techniques détaillés pour expliquer clairement comment adopter les concepts et les méthodes pour lutter contre les types de fraude. Il sera également présenté les enjeux économiques, notamment l'incidence financière pour les acteurs du secteur et l'État. Les participants seront informés sur les moyens techniques de lutte et de prévention de la fraude, ainsi que les meilleures pratiques réglementaires internationales en matière de fraude. Le Burkina Faso a décidé en Conseil des ministres de la reprise de ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Cependant, une question se pose. Qu'en sera-t-il de la relation entre le Burkina et l'autre Corée, notamment celle du Sud, puissance rivale et voisine de l'autre? Et pour des éléments de réponse, nous sommes allés à la rencontre du ministre de l'Information sous la révolution burkinabé, le professeur Basile Guissou, et l'ancien diplomate burkinabé à Moscou, Mélégué Traoré. Il s'exprime à travers le prochain reportage sur l'enjeu de la coopération avec les deux Corées. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Le contexte géopolitique et stratégique exige une nouvelle configuration de la sphère diplomatique. Après avoir rompu officiellement avec la Corée du Nord en 2017, les autorités de transition burkinabé renouent à nouveau sa coopération avec le pays de Kim Jong-un. Qu'est-ce que le Burkina Faso gagne avec ce rapprochement de la Corée du Nord, cette puissance militaire et nucléaire? Pour l'ancien ministre de l'Information et des Relations extérieures de la Révolution d'août 1983, c'est de bonne guerre. Professeur Basile Guissou estime que cette nouvelle coopération reflète la situation actuelle dans le monde. Il y a encore des illusions de puissance, mais il n'y a pas de puissance véritable. Tout le monde est puissant. Il n'y a plus de petits pays. Ceux qui n'ont pas compris, ça n'auront rien compris et ne comprendront rien dans les changements à venir. Donc je pense que cette décision reflète une bonne lecture de la situation dans le monde aujourd'hui. La volonté de faire plaisir à ce qu'on appelle les puissances, on appelait les puissances occidentales et que moi j'appelle effectivement le monde des nantis. Donc le Burkina est parti à l'agissement structurel en 1992, n'oubliez pas ça. L'ancien diplomate burkinabé à Moscou, Mélégué Traoré, abonde dans le même sens. Il renchérit en démontrant que les conditions dans lesquelles le Burkina Faso se trouve imposent aux nouvelles autorités de transition de diversifier ses coopérations avec d'autres puissances afin de renforcer ces secteurs de développement. Plus vous êtes un État faible, mieux il vaut de diversifier vos partenaires. Si la diplomatie du Burkina Faso, sous Sankara a eu du succès, c'est parce que d'une part,
contrairement à ce que pouvait laisser croire le verbe, on n'a jamais coupé avec les Occidentaux. La diversification que cherche le gouvernement actuel est tout à fait intelligente. Le Burkina Faso entretient déjà une relation avec celle de la Corée du Sud, une autre puissance asiatique rivale. L'ancien parlementaire burkinabé, par ailleurs, président du Centre parlementaire panafricain, juge que ce choix de la Corée du Nord pour les autorités burkinabées est une marque de souveraineté. La Corée du Nord est très très liée à la Chine populaire. Mais après tout, nous ne sommes pas avec la Chine populaire. Donc ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas, bien au contraire, c'est un signe d'indépendance. Une vision d'indépendance des autorités, c'est bien se comporter ainsi comme personne ne nous dicte notre choix. Personne ne dicte ses choix diplomatiques à un pays souverain comme le Burkina qui s'assume. Confronté à une crise sécuritaire marquée par des attaques terroristes, la transition du capitaine Ibrahim Traoré a décidé de diversifier ses partenariats afin de renforcer la lutte contre le terrorisme. Tous émettent le souhait que cette coopération soit bénéfique au bonheur du peuple burkinabé. Direction à présent Bobo Dioulasso, où la coordination nationale de la section du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale du Centre national de transfusion sanguine crie à la mauvaise gouvernance. Le syndicat, à travers le coordonnateur Bernardin Sanou, se dit mécontent de la gestion du Centre national, des centres régionaux et des dépôts préleveurs, sans oublier les distributeurs de produits sanguins. Reportage de notre correspondant sur place à Bobo, Joseph Koudgou. La coordination nationale du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, section Centre national de transfusion sanguine CNTS, dénonce les mauvaises conditions de travail des agents depuis quelque temps. Aussi, la mauvaise gestion du CNTS. L'insuffisance de matériel au niveau du CNTS, également la gestion financière au niveau du CNTS, également l'exploitation esclavagiste des travailleurs, ce qui sous-tend que nous sommes en sous-effectif. Et également la rupture et la mauvaise qualité des kits de collation et du matériel de travail. Nous avons la passation des marchés au niveau du CNTS et en 8e point, nous avons la remise en question des acquis des travailleurs. Bernardin Sanou ajoute que parmi les problèmes identifiés, certains représentent de graves dangers pour les donneurs de sang. Et le constat est fait sur les sites, sur les différents sites. On peut prendre le dépôt préleveur de Kaya, où à un moment donné, il ne reste que 2 photos de prélèvement pour toute une équipe. Vous estimez que le nombre de données que vous pouvez avoir, c'est 60. Et les 60 avec 2 photos de prélèvement. Imaginez. Et sans oublier que la qualité même des photos actuelles que nous avons, il y a des données qui ont chuté. C'est-à-dire qui sont tombées des photos de prélèvement au niveau de Kaya. La gestion financière, l'insuffisance du personnel est aussi dénoncée par Bernardin Sanou, qui invite les autorités à apporter des solutions aux difficultés dans la gestion du CNTS. Vous imaginez qu'on donne une subvention du carburant à certains responsables qui sont censés l'utiliser dans le cadre du service. Mais malheureusement, qui utilisent cette subvention, ce carburant uniquement pour des fins personnelles. Et venir en plus utiliser le véhicule du service pour se faire déposer matin et puis midi soir. Aucun texte ne les autorise cela. Ils sont restés dans cette forfaiture pendant 2 ans. Il n'est pas ignoré et l'administration générale est au courant que nous avons un déficit de personnel. Pour Bernardin Sanou, les autorités sont bel et bien au courant de cette situation car une plateforme a été déposée le 28 février dernier qui est restée sans suite. La coordination dit se réserver de dévoiler à la presse la conduite à tenir si rien n'est fait. Depuis une dizaine de jours, les fidèles musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan et la date, premier aliment consommé au moment de la rupture du jeûne, occupe une place bien particulière pour les musulmans, toute chose qui permet aux vendeurs de faire de bonnes affaires. Et pour en savoir plus, votre télévision Twi TV s'est intéressée au sujet. En termes de vertu, les dates sont aussi une source d'énergie riche en calories et en sucre. Plus de précisions dans ce reportage signé Fatima Tanikiema. Riches en fibres nutritionnelles, en potassium et en calcium, les dattes sont fortement consommées pendant le mois de Ramadan, le mois le plus attendu par les vendeurs de ces fruits. Car c'est pendant ce mois qu'ils réalisent leur plus gros chiffre d'affaires de l'année.
Sur le marché, on y trouve plusieurs qualités de dattes et à chacun sa préférence selon les vendeurs. Il y a des dattes blanches, des dattes griffées, des dattes sucrées et en différentes qualités. Vraiment, il y a plusieurs qualités de dattes. Cette année, les ventes sont satisfaisantes en général. Donc, nous pouvons remercier Dieu car malgré les difficultés que connaît le pays, nous continuons d'avancer. Même si on ne faisait pas de vente, nous allions remercier le ciel pour ses bienfaits. L'état actuel des ventes est satisfaisant car les clients ne se font pas plier. Mais les consommateurs connaissent-ils vraiment l'importance de ces fruits pour la rupture du jeûne? Chacun a son idée sur la question. Nous ne sommes pas allés loin à l'école de l'islam, mais nous avons appris des grands musulmans qu'il est bien de rompre son jeûne avec les dattes. Il paraît que c'est source de bénédiction. C'est d'ailleurs ce qui motive les gens à acheter ça en grande quantité dans le mois de jeûne. Plusieurs musulmans disent que rompre le jeûne avec les dattes est très bénéfique pour le fidèle, car le prophète faisait la même chose, donc je pense que c'est une bonne chose pour le musulman. Selon l'imam Ismaël Tindrbiogo, il existe 3 arguments qui militent pour l'utilisation de la date en période de Ramadan. Et parmi ces arguments, il y a celui qui fait allusion au prophète et à l'islam. Selon lui, rompre le jeûne avec la date, c'est répéter une tradition du prophète. Faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, répéter les choses qu'il fait dans son quotidien, c'est un acte de foi. C'est également la reconnaissance de l'estime et de la valeur qu'il a. Et c'est surtout une occasion de récompense parce qu'en appliquant la sunna, nous sommes récompensés pour cela. Et de ce point de vue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, si l'un de vous jeûne, qu'il rompe son jeûne avec des dattes fraîches. S'il n'en trouve pas, des dattes sèches. En cas d'absence de date, le jeûneur peut utiliser de l'eau, l'écorce d'un arbre ou rompre avec l'intention. Car l'intention seule peut suffire pour rompre quand on n'a pas de quoi rompre son jeûne. Les 2 autres raisons en lien avec la consommation de la date en période de Ramadan sont ses bienfaits nutritionnels pour l'organisme et sa facilité de conservation. En sport, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 était la plus attendue avec le derby de la capitale. L'Asfa Yenega était opposé à son éternel rival, l'étoile filante de Ouagadougou. Un match retour avec beaucoup d'enjeux, mais qui au coup de sifflet final n'a pas pu départager les 2 clubs. Les temps forts de ce match avec Yassine Sawadgo. Nul et blanc, c'est le score du derby tant attendu de la capitale. En match retour du championnat national, l'Asfa Yenega n'a pas pris les déçus sur l'étoile filante de Ouagadougou, son éternel rival. Un match de tous les dangers qui a retenu l'attention du public sportif ce dimanche. Les premiers sur le ballon sont les joueurs de l'Asfa Yenega. Sur un coup franc bien exécuté par Ousmane Traoré, c'est le gardien qui d'une claquette écarte le danger. La reine des stades aura à son tour un coup de pied arrêté et même dévié par le mur. C'est le gardien qui se déploie pour sauver sa cage. Pas de but à la pause. De retour des vestiaires, la vieille dame va tout de suite au charbon. Sur un corner, c'est la barre transversale qui sauve les étoilés. La toute dernière occasion sera du côté de la reine des stades. Sur ce ballon bien encadré par Moussa Rabo, il a fallu l'intervention du portier de l'ASFA. Score final, 0 but partout. Notre objectif c'était les 3 points, puisqu'on est menacé, c'était les 3 points, mais en faisant l'entraînement même dans la semaine, on s'était dit que ça n'allait pas être un match facile parce que c'est quand même le faux. Voilà, c'est notre rival et puis c'est un derby ça se gagne. Et ils vont vouloir venir gagner, nous aussi on va vouloir gagner. Donc c'est un match qui devrait se gagner. Maintenant, comme chacun aussi avait la peur au ventre, chacun avait peur d'encaisser, c'est pourquoi les gens ne montaient pas. Voilà, les 2 équipes avaient la peur au ventre, donc ce qui a fait que non, la beauté du jeu n'était pas ça, on n'arrivait pas à ouvrir le ballon assez. Mais je pense que non, les 1 point sont bons à prendre, même si ce n'était pas notre objectif. En tout cas, on remercie Dieu pour les 1 point, parce que 1 point ça vaut mieux que 0. Les Stélites concèdent ce nul qui tombe mal au vu de leur position dans le classement.
je pense que comme tout derby, l'enjeu arrive à prendre l'enjeu, le pas sur le jeu. Bon, c'est comme ça, on a essayé de parler avant le match, on les a dit, c'est calmer l'émotion, arriver à contenir l'émotion, mais quand vous venez sur le terrain, ça c'est autre chose, avec le public qui est là, qui pousse. Je pense que, bon, mais l'un dans l'autre, je pense que ça a été un bon derby. Et tout le monde a eu son temps fort et je pense qu'on n'a pas su profiter, eux aussi n'ont pas su profiter. Bon, on repart avec un point, je pense qu'on ne va pas cracher là-dessus. Sinon l'objectif c'était venir prendre 3 points. Et il y a des jours aussi comme ça que s'il y a l'adversité devant qui va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tout comme à l'aller, le derby Asfaïfo n'a pas eu de vainqueur. À 5 journées de la fin, les deux clubs se doivent d'engranger des points pour éviter la descente aux enfers. Hors de chez nous au Mali pour clore ce journal avec la reprise de la Biennale artistique et culturelle du Mali et c'est Mopti qui abritera l'édition prochaine qui se tiendra du 6 au 16 juillet 2023. Le lancement des activités de cette Biennale artistique et culturelle a été fait vendredi dernier. Elle se tiendra autour du thème Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un seul destin. Reportage de notre correspondant à Bamako, Bouré Massoulou. Absente de l'agenda culturel malien depuis l'édition de 2010 à Sikasso, la Biennale artistique et culturelle se tiendra du 6 au 16 juillet 2023. La Venise malienne sera à l'honneur et vibrera au rythme du monde artistique et culturel. Un choix salué par le premier responsable de la région lors de la cérémonie de lancement, c'est vendredi 31 mars 2023. Rappelons au passage que Mopti, durant des décennies, a été une destination prisée par une multitude de visiteurs, surtout étrangers, pour la diversité et la richesse de sa culture, de son artisanat et la beauté de ses sites touristiques. Alors, il n'est donc pas étonnant que les plus hautes autorités ont porté leur choix sur la région de Mopti pour la reprise de cet événement culturel majeur de notre pays. Initiée à l'aube du Mali indépendant, la Biennale artistique et culturelle est une manifestation populaire par excellence qui met en compétition les formations artistiques, les artistes et créateurs des communes, des cercles et des régions du Mali. Elle vise à favoriser le brassage culturel pour une meilleure culture de la paix et de la citoyenneté. Avec sa capacité extraordinaire de mobilisation, la Biennale artistique et culturelle est un puissant levier d'interpénétration, de brassage des populations, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Mais c'est aussi un espace de dialogue des cultures, mais également un espace d'éclosion des talents. Pour le ministre Andogouli Guindo, l'organisation de cet événement culturel national à Mopti est un véritable défi à relever quand on sait que depuis 2012, tout comme beaucoup d'autres parties du territoire malien, Mopti est en proie aux attaques djihadistes. La tenue de cette biennale à Mopti est un défi à la fois politique, sécuritaire, mais elle constitue une opportunité socio-économique, artistique et culturelle inestimable pour les populations de la région, durement éprouvées par les effets de la crise multidimensionnelle, surtout la crise sécuritaire. Le ministre de la Culture a aussi visité les sites retenus pour accueillir les délégations qui viendront des autres régions du Mali. Il s'agit du lycée public Hamadoun Diko de Sévaré et le groupe scolaire Boukari Wolodjem. Auparavant, le ministre a rendu une visite de courtoisie aux autorités traditionnelles. La cérémonie a pris fin avec le tirage au sort pour le passage des troupes. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. Linda Sarah Kabore vous retrouve ce soir à 20h pour une autre session d'information. Au revoir.